Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Juratic. Donc Juratic, rapidement, qui on est? Donc on est une association d'aide aux entreprises et aux collectivités du Jura et on vous aide à réaliser vos projets, enfin à identifier vos besoins en amont de vos projets, pardon. Dans cette optique, on a référencé des prestataires du Jura, donc Olivier Morin, qui est ici présent, est donc un des prestataires référencés dans l'annuaire Juratic et donc il va vous présenter un atelier sur comment être visible sur Internet. Vous trouverez donc des pochettes sur vos sièges avec des questionnaires de satisfaction à me remettre à la fin de l'atelier. Merci bien, bon atelier. Oui, bien, bonjour. Donc je suis Olivier Morin, je vais me présenter rapidement pendant les premiers slides de la présentation. Je voulais déjà m'excuser parce que je devais intervenir la semaine dernière et j'étais souffrant. Donc plutôt que passer 2 heures à parler du nez, j'ai préféré décaler d'une semaine et être en pleine forme. Donc on va parler aujourd'hui de la visibilité sur Internet. Alors la visibilité sur Internet, elle est de plusieurs ordres. Souvent on assimile la visibilité sur Internet au référencement et au référencement naturel, c'est-à-dire au positionnement sur les moteurs de recherche. Mais il y a beaucoup d'autres manières d'être visible sur Internet et pas forcément uniquement que par les moteurs de recherche. Donc on ne va pas faire aujourd'hui un atelier spécifiquement sur le référencement naturel. On va en parler, on va parler des critères qui sont les plus importants, mais on va parler aussi d'autres choses qui vont nous permettre d'être visible sur Internet et surtout de générer du trafic. Parce qu'être visible sur Internet, c'est bien, mais finalement, le but, c'est de générer du trafic sur notre site, éventuellement, ou d'autres pages qu'on aurait pu créer sur Internet, par exemple une page Facebook, etc., etc. Donc, on va démarrer l'atelier. Alors je me présente rapidement, certains ont dû déjà me voir il y a 15 jours à la CCI du Jura. Donc je fais partie de l'agence Publigo, qui est une agence spécialisée dans le conseil en communication pour des petites entreprises mais également des grands comptes. Alors quand on dit agence de communication, ça veut tout et rien dire. Nous on fait tout ce qui est outils de communication pour les entreprises, c'est-à-dire les plaquettes de communication, donc une partie print, catalogue, etc. Mais on fait également beaucoup de choses sur le web, puisque c'est à peu près 60% de notre activité. Donc création de sites internet, création de sites e-commerce, management de pages Facebook, donc ce qu'on appelle du community management pour des clients, voire de plus en plus de la gestion de campagnes AdWords, donc de campagnes payantes et régie publicitaire. Voilà. Et moi, à ce titre, dans la société, je suis responsable de toute la partie développement informatique. Je suis développeur analyste à la base et donc je fais aussi pas mal de formations et de consulting. Et en fait, je suis un des associés de la structure puisque on est deux associés co-gérants dans la structure. Et mon collègue, Franck Boulet, lui est responsable de toute la partie print, tout ce qui est presse, édition presse, print, voilà pour ça. Et puis, à la base, j'ai un master en information communication et un diplôme de sciences cognitives. Voilà pour une présentation rapide. Donc, on va parler de visibilité sur Internet et de e-marketing. Alors, ce qu'on appelle le e-marketing, c'est la discipline regroupant l'ensemble des pratiques marketing et publicitaires permettant de développer l'activité d'un site Internet. C'est vraiment au centre de ce qu'on va voir ce soir. Et donc, l'e-marketing a pour but d'atteindre les consommateurs d'une manière personnelle, ciblée, interactive, pour un coût le plus faible possible. Alors, quand on parle de consommateurs, on parle aussi d'internautes, bien sûr. Ce n'est pas forcément que pour de l'achat, mais en tout cas, c'est pour faire venir des gens sur notre site Internet. Voilà, donc finalement, le e-marketing, on pourrait le décomposer en 4 étapes. Et ces 4 étapes sont essentielles pour être visibles. La première étape, c'est une analyse, bien sûr, une analyse stratégique. Elle est importante parce qu'elle va nous permettre de définir ce que l'on est, qu'est-ce qu'on propose sur Internet, est-ce qu'il y a des concurrents ou pas qui proposent la même chose, est-ce qu'ils sont bien placés,
ou est-ce que j'ai une chance de me placer largement devant eux, ou alors pas du tout. Donc ça, c'est des choses qu'il faut déjà définir en amont. Ensuite, vient la création de trafic et donc la visibilité sur Internet. Et là, on va avoir un certain nombre d'actions possibles. Et ça, c'est là-dessus qu'on va se concentrer ce soir. Et puis ensuite, on va parler d'analyse de performance et de fidélisation. Pourquoi analyse de performance et fidélisation? Parce que être visible sur Internet, ça veut dire aussi pouvoir analyser nos visites, analyser le pourquoi d'un succès ou le pourquoi d'un échec sur Internet, et donc du coup, ensuite de pouvoir revenir à cette étape-là pour régénérer du trafic ou générer du meilleur trafic. Il y a 15 jours à la CCI, on a parlé essentiellement de Google Analytics, qui est un outil d'analyse de visites sur le web. Cet outil nous sert principalement à cette étape-là, à pouvoir se dire a posteriori, il s'est passé ça sur mon site internet. Est-ce que mon site donc est intéressant? Est-ce qu'il a du contenu de qualité? Est-ce que j'ai généré assez de trafic par rapport aux objectifs que j'ai, etc., etc. Et puis si la réponse est oui, très bien, bon, on continue notre visite. Si la réponse est non, ben on revient là et puis on essaie d'améliorer ces étapes. Donc c'est pour ça que je voulais parler de e-marketing. C'est être visible sur Internet, ce n'est pas forcément une seule étape dans la chaîne du web. On est vraiment dans une série d'étapes à respecter et à analyser. Alors l'analyse stratégique, c'est quelque chose qui est important, c'est déjà analyser la demande. Parce que si j'ai un produit, si j'ai une activité, eh bien il faut essayer de savoir si ma zone de chalandise, la zone de chalandise ciblée est suffisamment importante. Donc quelle est mon activité, mon produit, quelle est ma cible client et quels sont mes objectifs opérationnels. Alors objectifs opérationnels, qu'est-ce que ça veut dire? Ce ne sont pas forcément des objectifs généraux. Dire je veux générer de la visite sur mon site, ça c'est une évidence, mais de combien de visites j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de 2000 visites? Est-ce que j'ai besoin de 200 visites? Est-ce que j'ai besoin de 10 visites? Est-ce que j'en ai besoin de 20 000? Ça c'est une question essentielle parce que ça définira le fait de savoir a posteriori si on a rempli nos objectifs ou pas. Et des fois, on a des clients qui sont contents avec 50 visites par mois sur leur site et d'autres qui vont tirer la tronche à 2000 visites sur le site. Parce que derrière, ils ont des objectifs et ces objectifs-là, il faut qu'ils soient déterminés. Donc vos objectifs opérationnels, c'est de combien j'ai besoin de visites, de combien de contacts j'ai besoin et est-ce que j'y suis. Pour vous donner un exemple, on a un client qui travaille dans le conseil thermique et il fait de l'analyse RT 2012 pour les bâtiments. Eh bien, il sait que son positionnement sur Internet va être très difficile parce qu'il vend la même chose que beaucoup de grosses sociétés sur la même zone de chalandise et que le référencement naturel sur Google est quasiment impossible. Donc ça veut dire que derrière, il va falloir mettre d'autres actions en place que du référencement naturel. Et donc ça, on verra un peu plus tard comment on peut faire ça. Et lui, il sait que, par exemple, il a besoin d'à peu près 500 visites sur son site mensuellement pour pouvoir avoir le nombre de contacts nécessaires pour transformer un nombre de ventes nécessaires mensuellement. Pour vous donner un ordre d'idée, dans les ratios, j'en ai parlé il y a 15 jours, si certains étaient là, sur une boutique en ligne, on parle de 1% à peu près. C'est-à-dire qu'il faut 100 visites sur le site pour générer une vente. Donc vous faites un petit calcul. Si vous avez un panier moyen à 100 € et que vous avez besoin de faire 10 000 € de chiffre d'affaires mensuellement, il vous faut donc 100 commandes. 100 commandes donc fois 100 visites, puisqu'on est à 1%, donc il faut 10 000 visites sur le site mensuellement pour générer le chiffre d'affaires espéré. Voilà, donc ça ce sont des objectifs opérationnels et ça il faut pouvoir se les fixer. Alors avec toute la mesure quand on crée un site internet, générer en l'espace d'un mois, 2 mois, 3 mois, 10 000 visites sur un site, ce sont des objectifs qui sont très 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 ambitieux. Donc ça veut dire que derrière il faut un budget qui soit équivalent.
Mais si vous avez déjà des sites internet, vous savez, un site internet, vous savez par exemple que vous avez X visites sur votre site. Si vous le refaites ou si vous changez un peu la stratégie, eh bien vous allez vous dire, si je fais x2, c'est très bien. Si je fais x1,5, est-ce que c'est suffisant? Si je fais x3, est-ce que c'est raisonnable? Donc ça, ce sont vraiment des choses importantes à positionner. Pourquoi également? Parce qu'il peut y avoir des problèmes après de structure. Pour vous donner un ordre d'idée, être visible sur Internet, c'est intéressant, mais être trop visible, ça peut générer d'autres problèmes. Pour vous donner un exemple, on a un client qui est un groupe de presse national et qui refaisait 6 sites Internet de ses journaux, dont un dans le Midi qui était très peu vu, c'est-à-dire qu'en gros, ils faisaient à peu près 2000 visites par mois sur leur petit site. Quand on a refait les 6 sites, l'objectif opérationnel était de multiplier par 2 la visibilité des sites sur les 2 ans à venir. Il s'avère qu'en moins d'1 an et demi, on a fait x8 sur ce site-là. Alors, ça paraît super, hein, c'est très bien, sauf qu'en faisant x8, en si peu de temps, en fait, on a eu des gros problèmes de ce qu'on appelle la montée en charge. C'est-à-dire que le serveur n'arrivait plus à gérer le flux des visiteurs. Donc ça veut dire que matériellement, après, on a été un petit peu coincé. Donc on a explosé les objectifs, mais après, derrière, ça a généré un peu des soucis. Donc ça veut dire que ces objectifs opérationnels, il faut qu'ils soient bien calibrés pour ensuite bien calibrer sa stratégie. Alors faire de la veille, c'est important parce que savoir ce que font mes concurrents peut me donner un ordre d'idée sur la difficulté d'être visible sur Internet. Si tous mes concurrents font de la publicité en ligne, ça veut peut-être dire quelque chose. Si tous mes concurrents font la même chose, ont le même produit et sur la même zone de chalandise, comment ils arrivent à vivre? Donc il faut pouvoir se poser un certain nombre de questions et trouver les réponses à ces questions-là pour savoir si on fait comme eux ou si on ne fait pas comme eux ou s'il faut faire encore mieux qu'eux dans notre stratégie. Et bien sûr, quelles sont les opportunités? Parce que certaines fois, il existe dans certains secteurs de niche, surtout, des grosses opportunités pour pouvoir se positionner. Voilà, donc ça, ce sont des questions à se poser en amont. Alors bien sûr, il ne faut pas réfléchir des mois dessus, mais en tout cas, il faut pouvoir se les poser. Alors l'analyse stratégique va nous permettre de positionner son site par rapport, bien sûr, à ma cible, à mon produit, mon activité, par rapport à mes concurrents, leur stratégie, petite faute, par rapport à mes ressources matérielles, humaines et financières. Parce que ça peut aussi avoir une incidence. Donc ça, c'est important de faire cette analyse-là, parce que c'est complètement loufoque de pouvoir se dire demain je vais avoir 30 000 visites sur mon site avec un budget de 500 €. C'est sans aucun rapport. C'est comme si je disais demain je vais être premier des 24 heures du Mans et puis je vais y aller avec ma Twingo de série. C'est exactement la même chose. Et puis bien sûr, ça veut dire aussi faire cette analyse, adapter son contenu, puisque quand on fait un site internet, on va forcément avoir des mots-clés, un contenu spécifique, et ce contenu-là, il faut pouvoir l'adapter justement à ce qu'on a pu analyser en amont de nos produits, de nos cibles clients, etc. etc. Pour vous donner juste un exemple rapide de l'importance d'un mot-clé, j'ai travaillé il y a quelques années, ça remonte déjà il y a prescription, avec une société qui fait des bols centrifuges pour la pharmaceutique, qui vibrent, enfin qui tournent, et en fonction du calibrage des gélules, les gélules peu calibrées sont éjectées par le dessus, les gélules trop calibrées sont éjectées par le bas, et celles qui sont parfaitement calibrées restent sur le cercle du bol. Sauf qu'eux, ils appelaient ça des bols vibrants. Sur leur site internet. Et on s'est aperçu, il n'y avait pas de visite problématique liée à la visibilité sur internet, et en fait on s'est aperçu que tous les clients qu'ils avaient étaient des industries pharmaceutiques et que la plupart
parlait non pas de bol vibrant, mais de centrifugeuse. Donc là, gros problème de mots-clés, on parle bien de la même chose, sauf qu'on n'en parle pas de la même manière. Donc la rencontre ne peut pas se faire. Si moi je parle de bol vibrant sur mon site et que tous ceux qui font des recherches sur Internet parlent de centrifugeuse, c'est mort, on peut plus, on n'arrive pas à mettre les gens en lien. Donc ça, c'est important. Quels sont les mots-clés et surtout, quelles sont les recherches de mes clients cibles? Mon contenu a-t-il une réelle valeur ajoutée par rapport à mon positionnement? Ça, c'est pareil, faire un site Internet, c'est bien, mais quelle valeur ajoutée on va proposer à nos clients? Si la seule valeur ajoutée, c'est de montrer qu'on est là, c'est un peu maigre. Pourquoi on est là? Pourquoi il faut nous appeler plus nous que nos concurrents? Qu'est-ce qu'on a de différent? Qu'est-ce qui va faire que vous serez bien servi? Qu'est-ce qui va faire que vous serez mieux servi que si vous allez chez le voisin? Alors une fois qu'on a fait ça, bien sûr on a fait son joli site internet et le but, une fois qu'on a fait son site, c'est de générer du trafic. Alors générer du trafic, on a plusieurs solutions pour ça. Alors j'en ai résumé quelques-unes, il y en a d'autres, mais ça ce sont les principales. Bien sûr le référencement dit naturel. Le référencement naturel, on va en parler un petit peu, c'est le fameux référencement sur Google. Est-ce que je suis premier sur Google sur tel mot-clé? Est-ce que je suis dernier? Est-ce que je suis troisième? Etc. etc. C'est également les liens sponsorisés, ce qu'on appelle les liens sponsorisés ou les AdWords. Les échanges de liens, ce qu'on appelle le netlinking, l'emailing. Je génère de la visite via des newsletters par exemple. Les réseaux sociaux. On va parler de Facebook, Twitter, de forums, etc. Je place les forums dans les réseaux sociaux. C'est une petite distorsion, mais vous comprendrez pourquoi. La publicité en ligne, et puis spécifiquement pour le e-commerce, les marketplaces. Donc on va parler de ces marketplaces. Alors le référencement naturel, on a déjà fait des web schools et puis des ateliers juratiques sur les techniques de référencement. On ne va pas rentrer dans le détail du détail aujourd'hui, mais déjà vous aurez quelques éléments. Alors qu'est-ce que c'est le principe du référencement naturel? C'est le principe tout simple d'optimiser ce qu'on appelle les critères intra-page, donc à l'intérieur de la page de notre site, mais également les critères extra-page, afin de le positionner, donc le site, le plus haut possible dans les résultats de moteurs de recherche, et ceci sur des requêtes précises. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je recherche, je ne sais pas moi, une agence de communication dans le Jura, eh bien il faudrait que Publigo soit en première position des résultats. Parce qu'on a une activité, agence de communication, on a une localité, donc la zone de chalandise, et sur cette requête-là, eh bien, comme je suis pile dans la cible, il faut que mon site se positionne dans les meilleurs résultats, dans les plus hauts résultats possibles. Alors, comment on arrive à faire ça? Eh bien, on va régler des critères, ce qu'on appelle intrapage et extrapage. Donc, les critères intrapage, c'est ce qu'on va trouver à l'intérieur de notre page, puisqu'en fait, on référence tout le temps, non pas un site, mais des pages. Ça, il faut bien faire la différence. Quand on référence quelque chose, c'est la page et ce n'est pas le site. On référence les pages d'un site, mais pas le site en lui-même. Donc là, en l'occurrence, ce qui serait bien, c'est que la page d'accueil de mon site soit dans les premières positions. Donc ces critères intrapage et ces critères extrapage, ils sont de plusieurs types. En critères intrapage, il y a bien sûr la conception technique du site. Est-ce que mon site, techniquement, a été réalisé comme il faut? Parce que Google va demander un certain nombre, alors je parle de Google parce qu'aujourd'hui c'est 95% des requêtes de recherche, donc c'est lui qui fait un peu la pluie et le beau temps sur le référencement naturel. Eux, ils ont imposé un certain nombre de standards pour améliorer leur moteur de recherche et pour aider aussi les sites à améliorer leur positionnement. Donc il existe un certain nombre de balises qu'on appelle des balises HTML que l'on doit mettre en place sur un site
pour déjà bien le référencer. Donc, est-ce que techniquement, mon site n'a pas de frein au référencement? Donc ça, c'est la première question à se poser. Après, deuxième critère, est-ce que le contenu et les mots-clés utilisés dans ma page sont des mots-clés et des contenus de qualité? Pourquoi on va parler de contenu de qualité? Parce que si je référence ma page correctement, c'est-à-dire dans les premiers résultats de recherche, mais qu'elle a un taux de rebond trop important, le taux de rebond étant le taux de visite à une page, c'est-à-dire que c'est un visiteur qui vient et qui repart immédiatement. Si tous les visiteurs font ça, vous avez ce qu'on appelle 100% de taux de rebond. C'est-à-dire que 100% des visites se sont terminées après une seule page. Donc ça, c'est un critère de qualité pour Google qui est très important parce que si on a un taux de rebond trop important sur une page, ça veut dire que soit les visiteurs ont trouvé immédiatement l'information, soit alors ils n'ont pas trouvé d'information. Et s'ils n'ont pas trouvé d'information, contenu de qualité faible, donc pourquoi je le positionnerais dans les meilleurs résultats de recherche? Donc ça, c'est important d'avoir un contenu et des mots-clés de qualité. Ensuite, il va falloir avoir des titres de page et des titres de navigateurs de page qui soient très bien rédigés. Alors, on va voir pourquoi juste après. L'URL, est-ce que vous connaissez tous la notion d'URL? Plus ou moins. Qui ne connaît pas la notion d'URL? Bon, oui. Alors, n'hésitez pas à lever le doigt parce que sinon, je vais passer sur le concept. Alors, l'URL, c'est l'adresse de la page. Souvent, vous avez www.monsiteinternet.com, puis après, vous avez un slash, la fameuse barre oblique, et puis après, vous avez d'autres mots-clés derrière qui vont identifier la page. Alors, la première partie de l'adresse, donc www.monsiteinternet.com, c'est le nom de domaine. Si on fait une espèce d'analogie avec une adresse postale, ça correspond au code postal de la ville et à la ville. Et puis, ce qu'il y a après le slash, c'est finalement la position de la page dans le site. C'est comme le nom de la rue sur une adresse postale. Ce qui veut dire que quand votre navigateur lit l'adresse, il va commencer par lire l'adresse par le code postal et la ville, comme le ferait un facteur qui envoie le courrier. Donc le courrier va transiter dans cette ville, et une fois que le courrier sera dans cette ville, eh bien le centre de tri va le répartir en fonction des rues. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que votre navigateur il va commencer à aller sur le serveur qui a votre site internet, et ensuite il va aller directement dans la page servie par le serveur, donc la page du site. Donc ça, c'est une URL. Tout ce qui est après le slash, généralement, vous avez des mots-clés, et ces mots-clés-là vont servir aussi pour le référencement. C'est pour ça que ces mots-clés sont aussi importants qu'un titre de page ou un contenu, et qu'ils font partie de ce qu'on appelle les critères intrapage. Et puis le dernier critère, c'est surtout de ne jamais frauder. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de suroptimiser une page. Plus vous ajouterez trop de mots-clés, trop de contenu, parce que souvent on a des clients qui nous disent ça, si finalement c'est les mots-clés qui sont importants, bourrons la page de mots-clés. Cette page-là, elle va être finalement ce qu'on appelle une page d'atterrissage, c'est-à-dire qu'on va atterrir sur cette page, puis elle n'aura pas forcément un contenu intéressant pour l'internaute, mais ça va bien nous permettre d'être ciblé par les moteurs de recherche. Eh bien ça, Google est capable de le démanteler parce que si vous avez une page qui est mal faite, en fait, Google va faire ce qu'on appelle une analyse de densité de mots-clés. Et si vous avez une analyse de densité de mots-clés qui est mauvaise, eh bien Google va mettre la page à la poubelle. Et puis surtout, en faisant ça, si vous avez un contenu qui est peu lisible ou qui a peu d'intérêt pour l'internaute, il va faire beaucoup de rebonds. Cette page va faire beaucoup de rebonds et donc va être considérée comme de mauvaise qualité. Donc il faut surtout essayer tout le temps d'être honnête par rapport à son contenu et de ne pas suroptimiser sa page. Alors bien sûr, quand on fait un choix de mots-clés, eh bien, il va falloir vérifier l'intérêt et la faisabilité de ces mots-clés-là, mais comme on a fait une analyse en amont, une analyse stratégique avec des mots-clés qui sont stratégiques pour mes clients, ça n'aura pas, on aura déjà vérifié l'intérêt et la faisabilité de ces mots-clés-là. Alors maintenant,
comment on va trouver d'autres mots-clés qui pourraient être intéressants pour notre référencement? Alors, on a plusieurs outils pour ça, je vais vous en présenter quelques-uns. Mais avant cela, je vais vous présenter le concept de longue traîne. Parce que avoir des mots-clés, c'est bien, mais quels mots-clés? C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple, ce sera plus parlant. On a un client qui est installateur d'alarmes sur Chalon-sur-Saône. Et lui, quand il est venu nous faire le site internet, il m'a dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être positionné sur Alarme 71. Quand on tape Alarme 71, je veux que mon site arrive en première position. Et je lui dis pourquoi? Il me dit, comme ça, on aura le maximum de visites sur le site. Ok, vous aurez le maximum de visites. Mais vous êtes à Chalon-sur-Saône, est-ce que si je vous trouve que des chantiers à Paray-le-Monial, ça va vous intéresser? Ah ben non, parce qu'il y a 2 heures de route. Bon. Si je vous en trouve à Villefranche-sur-Saône, enfin en bas de Mâcon, Villefranche-sur-Saône, est-ce que ça vous intéresse? Moyennement, moi je préfère aller plutôt sur le nord, sur Dijon, parce que c'est plus ma route. Ok. Donc là, on a parlé de la zone de chalandise. Donc déjà, 71, c'est pas bon. Parce que 71, ça veut dire toute la Saône-et-Loire. Si on parle donc d'une zone de chalandise à 20 km autour de Chalon, eh bien, on va utiliser Chalon-sur-Saône, on va utiliser Saint-Marcel, on va utiliser Seynes-le-Grand, on va utiliser des termes comme ça, mais on ne va surtout pas parler déjà de 71. Puis après, je lui dis, alarme, je lui dis, vous ne trouvez pas que c'est un peu large comme requête? Il dit, maintenant, c'est pile ce que je fais des installations d'alarme. Je dis, oui, mais moi, imaginez, je veux acheter une alarme pour la poser moi-même. Eh bien, je vais aller sur votre site, je vais générer un taux de rebond intéressant puisque je vais arriver sur votre site, vous ne vendez pas d'alarme, vous ne faites que les installer. Donc, taux de rebond important, je vais faire demi-tour. Donc là, on est sûr qu'on a un site qui n'est pas de qualité, qui va peut-être générer de la visite si on arrive à se positionner sur cette requête-là, mais au final, le résultat est le même, on va perdre en référencement parce qu'on aura un contenu de mauvaise qualité. Je lui dis, l'intérêt, c'est plutôt d'être positionné sur installateur, alarme, Chalon-sur-Saône. Là, on est sûr d'être dans le cœur de cible. Il me dit, oui, mais c'est un peu trop long, les gens ne tapent pas ça. Eh bien, détrompez-vous. Parce qu'il y a tellement de monde maintenant sur Internet que, et vous le faites tous, si les premiers résultats de recherche ne sont pas ce que vous cherchez exactement, vous allez compléter votre recherche dans le navigateur. Donc tout le monde fait pareil. Eh bien, compléter sa recherche dans la barre de recherche, ça s'appelle faire une requête de longue traîne. La requête de longue traîne, c'est l'ajout de mots-clés dans sa requête. Alors, pourquoi c'est intéressant d'avoir une longue traîne? Simplement parce que, c'est ce que je vous ai expliqué, si on est positionné sur alarme, ou en l'occurrence dans l'exemple sur logistique, bien sûr, on va avoir un haut niveau, si on est bien positionné, on va avoir énormément de visites. Mais, comme c'est un mot-clé court, on va aussi avoir énormément de compétition. Et donc le coût pour être en première position va être élevé, parce qu'il va falloir vraiment qu'on mette en place une stratégie importante. Maintenant, si on rajoute un ou deux mots, déjà, on va avoir moins de compétition, le coût pour se positionner dans les premiers résultats va être moins important, et ainsi de suite si on continue à faire une traîne beaucoup plus longue. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait d'avoir des longues traînes, donc des associations de mots-clés sur notre page, je parle bien de la page, eh bien ça va rendre le positionnement beaucoup moins difficile. Certes, ça va générer beaucoup moins de visites par requête, mais le nombre de requêtes potentielles, un peu de probabilité, quand vous avez un seul mot-clé, vous avez une requête possible. Alors, imaginons, vous avez 10 mots-clés dans votre page et vous voulez être positionné sur chacun des mots-clés. Donc, vous avez 10 possibilités. Okay. Maintenant, si vous faites de la longue traîne, c'est-à-dire que vous composez ces mots-là, eh bien, là, vous avez 10 possibilités, x 9, x 8. Donc là, vous êtes déjà à 90 x 8. Je ne vais pas faire le calcul parce que je vais me faire un nœud au cerveau. Vous avez déjà 720, non, c'est ça?
720 possibilités, rien qu'avec 3 mots-clés. Et si vous faites encore une plus longue traîne, donc avec ici 5 mots-clés, vous avez 10 x 9 x 8 x 7 x 6 possibilités. Donc chacune des possibilités va vous générer moins de visites, mais vous aurez beaucoup plus de possibilités. Donc au final, il vaut mieux avoir de la longue traîne parce que ça va vous générer beaucoup plus de visites sur la totalité des possibilités de longue traîne que uniquement sur un mot-clé. D'accord? Donc ce principe-là, il est à retenir parce que c'est celui qui va nous permettre de se positionner correctement sur les moteurs de recherche. Il faut se cibler chaque page. Si ma page de présentation d'entreprise, je mets installateur, alarme, Chalon-sur-Saône, j'ai beaucoup plus de chances d'avoir, alors j'aurai peut-être moins de visites, mais j'aurai beaucoup plus de chances d'avoir de la visite de qualité avec des clients cibles. Donc c'est souvent la question quand on a des clients qui a posteriori reviennent vers nous en disant « j'ai pas assez de visites sur mon site ». Je dis « ok, peut-être pas assez de visites, mais quelle est la qualité de cette visite-là? Est-ce que vous avez analysé cette qualité-là? Moi, je peux générer de la visite autant que vous en voulez, mais est-ce qu'elle sera de qualité? Est-ce que c'est ça qui va faire que votre site derrière va mieux fonctionner? Ce n'est pas forcément la quantité. D'accord? Alors, pour trouver des mots-clés supplémentaires, vous avez, parce que c'est pas facile de réfléchir à ces mots-clés, puis de se mettre dans la tête de son client, vous avez des petites astuces. Alors, les petites astuces, hop, je vais allumer mon navigateur. Les petites astuces, il y en a plusieurs. Quand vous tapez une requête, quand vous commencez à taper une requête, vous avez ici ce qu'on appelle des suggestions. Cet outil-là, c'est ce qu'on appelle le Google Suggest. C'est-à-dire ce sont des suggestions que Google fait sur des requêtes précises. Donc je commence par taper agence com, et puis là on me propose un certain nombre de choses. Donc là je peux me dire, effectivement, si je suis une agence de communication, agence de communication c'est pas mal, et puis tout de suite derrière la ville, c'est mieux. Donc ça c'est une première chose. Imaginons, qu'est-ce que j'ai comme exemple qui pourrait être intéressant? Tiens, installateur. Voilà, installateur. Alors déjà, tout de suite, on voit thermique. Donc là, on se dit, il y a déjà beaucoup de concurrence sur ce mot-clé-là. Mais si je continue, installateur, voilà, alarme. Donc il vaut mieux, par exemple, dans le cas de ma longue traîne, on parlait d'installateur alarme Chalon-sur-Saône. Eh bien, quand je regarde ça, alors installateur alarme, c'est bien. Mais si je rajoute maison, j'ai un mot-clé supplémentaire de plus, une longue traîne supplémentaire de plus. Et donc derrière, j'ai des possibilités supplémentaires. Donc ça, c'est déjà intéressant, c'est que j'ai un mot-clé supplémentaire à rajouter sur ma page. Ensuite, eh bien, si je fais installateur alarme et que je valide, voilà. Si je vais tout en bas, on va voir des recherches associées. Ces recherches associées, elles sont intéressantes parce que c'est Google qui nous propose les recherches qui sont souvent les plus fréquentes après celles qu'on vient de faire. Installateur alarme maison, donc ça on l'a vu. Formation installateur alarme, ça ne m'intéresse pas. Installateur alarme auto, j'en suis pas un. Installateur alarme maison Marseille, on se demande pourquoi. Installateur alarme, tiens, Somfy. Est-ce que je fais du Somfy? Oui, mot-clé supplémentaire. D'accord? Parce que ce sont à chaque fois des requêtes associées et les plus souvent associées à la requête principale. Donc là déjà, on peut commencer à avoir quelques idées de mots-clés. Après, vous avez un autre outil qui s'appelle Google Tendance. Alors, qu'est-ce que Google Tendance? Google Trends en anglais. Google Tendance, c'est un outil qui va nous permettre de savoir quel type de mots-clés
il vaut mieux utiliser? Est-ce qu'il vaut mieux utiliser, par exemple, qu'est-ce que je pourrais choisir comme exemple intéressant? Bah tiens, est-ce qu'il vaut mieux mettre agence de communication ou, ça c'est la virgule, agence de publicité? Je fais une petite recherche comme ça. Et puis l'outil va comparer les deux termes de recherche. Alors, en bleu, agence de communication, en rouge, agence de publicité. Donc on voit ici la tendance. Alors la tendance est un petit peu descendante, mais on voit que très nettement, c'est la première qui est le plus souvent utilisée. Donc j'ai plutôt intérêt sur mon site, même si je peux m'appeler les deux, j'ai plutôt intérêt à utiliser le terme de agence de communication plutôt qu'agence de publicité. Parce que c'est beaucoup plus recherché sur Internet. Après, je vois qu'il y a de la saisonnalité. C'est-à-dire que, par exemple, là, sur les derniers mois, juillet 2014, non, août 2014, bon, on voit que clairement, les gens n'ont pas envie de faire de la com en août. Bizarrement, on s'en est aperçu. Et puis que le plus gros rush, c'est février-mars. Bizarrement, on s'en est aperçu aussi. Donc, vous voyez, ça correspond aussi à des tendances d'activité. Alors, si vous voulez connaître un petit peu la tendance, on le fait aussi dans des analyses de sites. Quand on voit des analyses de sites un petit peu descendantes sur une activité, eh bien, on se réfère à cet outil-là, puis on voit si la courbe qu'on constate sur le site est corrélée à ce qu'on constate ici dans les tendances de recherche Google. Voilà, donc ça c'est un autre outil qui va nous permettre de faire des battles entre des requêtes pour savoir laquelle utiliser par rapport à l'autre, celle qui a le plus d'opportunités. Et puis le dernier outil qui est intéressant, c'est un outil qu'on appelle, si je me rappelle, suggestion mots-clés, je ne me rappelle plus du nom exact, voilà, générateur de mots-clés. La fin de journée, c'est toujours compliqué. Alors là, il faut un compte Gmail pour y accéder. Voilà. Et puis, on va lui dire, bah tiens, voilà, je veux rechercher des nouvelles idées de mots-clés. Et puis, on va mettre ici, bah tiens, par exemple, installateur alarme. Qu'est-ce que je vais mettre installation de portail de sécurité, tiens. Installation portail sécurité. Donc là, je mets des mots-clés qui sont dans mon activité. Je pourrais presque mettre une page de destination. C'est-à-dire que si j'ai déjà un site internet, je mets la page de présentation de mon site. Lui, il va extraire des mots-clés et puis il va me proposer des mots-clés supplémentaires. Une fois que j'ai fait ça, je peux cibler soit la France, soit d'autres pays, toutes les langues. Est-ce que c'est juste sur Google ou sur d'autres? Est-ce qu'on exclut certains mots-clés, etc., etc. Et puis je clique sur obtenir des idées. Et puis là, voilà, on me propose un certain nombre de tendances déjà par rapport aux mots-clés que j'ai mentionnés. Et si je clique sur idées de mots-clés, eh bien à ce moment-là, par rapport aux mots-clés que je lui ai donnés, eh bien, il va me proposer d'autres mots-clés, comme installation alarme maison, on l'avait tout à l'heure, alarme maison, installation alarme voiture, installer une alarme, alarme sans fil, alarme maison sans fil, etc., etc. Installation de portail, système d'alarme maison, alarme anti-intrusion, alarme intrusion, etc., etc. Donc là, vous avez tout un tas de mots-clés supplémentaires avec deux choses intéressantes, le type de concurrence et puis également les recherches, le nombre de recherches mensuelles moyennes. Alors c'est un chiffre qui est un petit peu bateau, mais ça vous permet déjà de trier un certain nombre de mots-clés. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez trier par volume de recherche, donc essayer d'avoir les mots-clés avec le plus gros nombre de recherches, mais avec la plus faible concurrence. Là, par exemple, beaucoup de volume de recherche, faible concurrence,
ça peut être intéressant. Mais Securitas Direct, bon là on est sur un nom de société, c'est difficile de se positionner sur ce nom-là. Mais ça, c'est ce qu'on appelle une opportunité. Gros volume de recherche, faible concurrence, ça c'est intéressant de se positionner sur ce mot-clé-là. Bon, bien sûr, sauf si c'est interdit. Dans ce cas-là, c'est un peu interdit. Donc là, voilà, 3600 concurrence moyenne. Bon, bah, Kite Sécurité, ça doit être aussi une autre société. 2400 visites moyennes alarme en ligne. Bon, est-ce que c'est un mot-clé sur lequel on a envie de se positionner, etc., etc. Voilà, là, 1300 visites concurrence moyenne, il y a une faute d'orthographe. Je ne sais pas ce qu'il faut en conclure. Voilà, etc., etc. Donc ça, c'est un outil aussi qui est intéressant pour trouver des mots-clés et pour donc constituer sa page, enfin, pour rédiger et positionner ses pages de site. Alors là, on a vu les critères intrapage, donc les fameux critères intrapage. On fera certainement d'autres sessions sur vraiment les techniques de référencement naturel. On en a déjà fait plusieurs, il y en a au moins une par année. Je pense que certainement il y en aura encore cette année ou peut-être en fin d'année 2015, début d'année 2016. Mais il y a beaucoup de littérature aussi là-dessus. Et éventuellement même, il doit y avoir des PowerPoint qu'on a dû laisser à Juratic ou à la CCI sur ces thèmes-là. Donc éventuellement, si vous êtes intéressé, vous pouvez redemander à Juratic ou à la CCI sur des PowerPoint qu'on aurait déjà fait là-dessus. Vous avez également donc, dans le référencement naturel des critères qu'on appelle extra-page. Alors les critères extra-page, c'est tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est l'environnement de la page. Alors ça va être les liens entrants, donc combien de liens entrants pointent vers ma page. Alors qu'est-ce que ça va donner ça comme information à Google? C'est que plus une page est liée, c'est-à-dire que plus d'autres pages font des liens vers cette page-là, plus elle est considérée comme populaire. Parce que c'est toujours pareil, plus on en parle, et plus forcément c'est qu'on a un intérêt à en parler. Donc ça veut dire que cette page est populaire et qu'elle a un intérêt pour les internautes. Donc ça, c'est important d'avoir des pages qui envoient des liens vers la nôtre. Maintenant, il y a plusieurs autres critères. On a parlé déjà du taux de rebond, mais il y a ce qu'on appelle le PageRank, indice de popularité, et le TrustRank, indice de confiance, mais également le temps de chargement de page. Alors, le temps de chargement de page, j'en dis deux mots et après je reviendrai sur ces deux termes-là. Le temps de chargement de page, pourquoi ça rentrerait en ligne de compte? Eh bien, tout simplement parce que Google, son intérêt à lui, c'est qu'on utilise son outil. Parce que son modèle économique est uniquement basé sur le fait que beaucoup de gens utilisent son outil. Pour qu'on continue à utiliser son outil, ça veut dire que les résultats qu'on va trouver dessus, il faut qu'ils soient le plus pertinents possible par rapport à notre requête. Les 2-3 résultats lors d'une requête sont les plus importants. Donc il faut absolument qu'on arrive à un niveau de qualité excellent. Qu'est-ce qui se passe si vous avez une page qui est très intéressante, mais quand vous cliquez dessus, elle met à peu près 15 secondes à charger? Qu'est-ce qu'on fait tous? Si ça fait blanc puis que ça tourne comme ça, voilà. On fait retour arrière et puis on va au résultat suivant. Donc le temps de chargement de page est important dans les critères de qualité d'une page. Plus une page se charge lentement et plus elle est considérée donc comme de mauvaise qualité, même si le contenu est très riche. Ce qui veut dire qu'il y a aussi une notion d'ergonomie qui est importante. Alors maintenant on voit en plus pointer des choses qui vont dans le sens de la technologie, c'est que de plus en plus maintenant, quand vous faites une recherche sur mobile et quand vous faites une recherche sur PC, vous avez des résultats de recherche qui sont complètement différents. Pourquoi? Pour une même requête donnée. Pourquoi? Parce que Google maintenant fait des résultats de recherche et des positionnements spécifiques aux sites qui sont adaptés à la navigation mobile. Si votre site est le meilleur du monde, qu'il est en première position
sur tous les positionnements sur PC, s'il n'a pas de version mobile, eh bien sur mobile, vous êtes peut-être à la 82e position. Et ça, on voit pointer ça depuis quelques semaines. C'est vraiment depuis le début de l'année 2015 qu'on a ces comportements-là. Maintenant, on est même alerté par Google sur les sites qui ne sont pas adaptés à la navigation mobile. Et ça devient important. Alors, je parle bien de la navigation mobile, la navigation tablette étant encore considérée comme correcte pour un site lambda. Vous n'avez pas besoin d'avoir une version adaptée tablette. La plupart du temps, c'est suffisamment gros pour cliquer les liens, pour faire défiler, alors que sur mobile, bon, un site normal sur mobile, les liens peuvent être vraiment tout petits. Vous cliquez sur un lien, vous pensez cliquer sur un lien, puis en fait vous allez sur une autre page. Voilà, donc c'est vraiment que sur mobile que c'est important. Alors le PageRank et le TrustRank, qu'est-ce que c'est? Indice de popularité, indice de confiance. Le premier, c'est l'indice de popularité. C'est carrément en lien avec les techniques de backlinking. Pourquoi? Parce que Google considère donc un site, et je dois avoir, non, j'ai pas de petit graphique, Google considère que plus on parle d'un site ou d'une page sur la toile, et donc plus il est populaire, et Google fait un espèce de calcul, alors je vous passerai la formule en détail, mais en gros, il fait la somme de l'ensemble des liens qui pointent vers notre page, et il considère que chaque page a un poids. Ce poids, on va faire un peu des mathématiques, un espèce de vecteur. Le poids de cette page-là, c'est finalement ce qu'on appelle un PageRank. Le PageRank allant de 1 à 10. Okay, sur une échelle de 1 à 10, pardon, de 0 à 10, 0 étant un site nouvellement créé et 10 étant un site très populaire. Pour vous donner un ordre d'idée, je ne crois même pas que Facebook soit à 10. Hein, le facebook.com, je ne suis pas sûr qu'il soit encore à 10. Donc ça veut dire que c'est un peu exponentiel. Il faut vraiment être ultra populaire pour arriver à 10. En règle générale, un site qui a déjà de l'activité, comme Publigo par exemple, on a pas mal de sites qui font des liens vers le nôtre, on doit être à 3 ou 4. Je ne sais plus exactement, mais on doit être à 3 ou 4. De PageRank. Alors, qu'est-ce que dit la formule de PageRank? Vous prenez le PageRank de chacune des pages qui fait un lien vers le nôtre. On additionne tout, on divise par le nombre de liens, on fait une petite soupe comme ça et on obtient un poids supplémentaire qui va être ajouté à notre PageRank. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un espèce de bonus. C'est-à-dire que plus des pages très populaires font un lien vers notre page, et plus notre page va gagner en popularité. Donc sa note PageRank va augmenter. Alors aujourd'hui, Google considère qu'une page a un PageRank avec un nombre entier. Hein, donc quand on consulte le PageRank d'une page, c'est un nombre entier entre 0 et 10. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de chiffres après la virgule. Et que finalement, le bonus qu'on obtient des pages, il n'est pas significativement exponentiel. Sauf si vraiment une page de PageRank 10 nous fait un lien directement sur notre page d'accueil. Là, on peut vraiment remonter en flèche. Alors, il fait ça tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il considère que plus un site est populaire, ça veut dire que déjà, plus le contenu est intéressant, mais aussi ça veut dire qu'il a déjà une certaine ancienneté, que le site est installé, que ce n'est pas du coup une tricherie, parce que sinon on ne ferait pas des liens dessus. Sauf que des petits malins se sont dit, bah, c'est très bien, nous on n'a qu'à faire plein de sites, plein de petites pages, et puis toutes ces petites pages additionnées, s'il y en a des milliers, des centaines de milliers, si elles renvoient toutes vers une seule page, eh bien en additionnant tout ça, la page cible, elle va grimper en PageRank. Donc dans le concept, oui, c'est intéressant, sauf que quand Google a vu ça, ils ont verrouillé un peu le système, ils l'ont durci,
Et maintenant, ils ont mis en place un indice qu'on appelle de confiance, c'est le Trust Rank. Alors, qu'est-ce que l'indice de confiance? C'est qu'on va analyser la date de naissance du site. Est-ce que le site est très récent ou est-ce qu'il n'est pas récent? Est-ce que le contenu à l'intérieur nous semble, grâce aux densités de mots-clés, intéressant ou pas intéressant? Est-ce que notre site est un entonnoir ou est-ce que ce n'est pas un entonnoir? Dans ce que j'appelle un entonnoir, c'est est-ce qu'il fait en sorte d'avoir le maximum de personnes et puis de les diriger vers une seule et même page et puis plus de les faire ressortir, hein, c'est-à-dire qu'on essaie de les capter et puis on met un bouchon au fond pour pouvoir récupérer tout le dépôt, ou alors on essaye d'élargir la chose. Parce que Google considère qu'une bonne page, normalement, c'est une page par laquelle on arrive, on va lire du contenu, et puis, obligatoirement, il y a des liens qui vont être intéressants dans cette page-là, et puis on va cliquer sur cette page pour aller sur une autre page, et ainsi de suite. Donc, une bonne page, elle ne doit pas avoir un effet d'entonnoir, elle doit pouvoir réouvrir la visite vers d'autres choses. Alors, vers d'autres pages de notre site, mais également vers d'autres pages de sites d'autres personnes. Par exemple, si je suis un installateur d'alarme, je vais dire que j'installe de la Somfy, eh bien, pourquoi pas faire un lien vers le constructeur. Et à ce moment-là, j'ai un lien sortant vers Somfy. Si les gens veulent aller faire la liste des alarmes Somfy, ils peuvent. Voilà. Donc, cette notion-là de Trust Rank est importante. Alors, il y a beaucoup de critères. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon, je vais vous faire une tête comme une malle. Mais en gros, voilà, tous ces éléments-là vont faire que Google va considérer votre page comme étant populaire ou non, comme étant de confiance ou non, donc comme étant attractive. Voilà, donc ça c'est un petit peu... on peut avoir un site très bien fait, mais si derrière ces critères extra-page-là ne sont pas optimum, eh bien on peut avoir un site qui est un peu au fond du trou en termes de positionnement. Voilà la notion de notoriété. Donc si vous voulez, quand on peut avoir un PageRank très fort, donc page de forte notoriété mais sans grand rapport avec la recherche, ça c'est pas intéressant. Une page de faible notoriété mais très pertinente, du coup c'est pas forcément intéressant non plus. Mais ce qu'il faut arriver à avoir, c'est une page pertinente par rapport à la recherche et de très bonne notoriété. C'est celle-ci qui sortira en premier. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a un PageRank très élevé qu'on va forcément tout le temps apparaître en première position, quel que soit le mot-clé. D'accord? Un PageRank très élevé nous positionnera en première position sur une requête précise liée à cette page-là. Et voir s'il est beaucoup plus élevé que nos concurrents, on aura du temps avant qu'il nous rattrape. A l'inverse, si on a une page très pertinente, mais avec un faible PageRank, elle ne sortira pas forcément non plus dans les premières positions. Donc c'est un équilibre à avoir entre le PageRank et la pertinence pour sortir dans les premiers résultats. D'accord? Donc l'ordre de sortie, c'est égal finalement à la pertinence multipliée par la notoriété. Et donc pour être dans ce carré-là. Alors, quelques outils rapides de test, par exemple, de chargement de page, parce que c'est important de savoir où on en est. Donc, le Google PageSpeed Insight, je vais vous faire un petit essai. L'analyse de positionnement GoComba ou OpenSiteExplorer, je vais vous montrer un exemple aussi. Et puis, donc, dans les analyses de requêtes générateurs de mots-clés, on a vu les 3-4 petits outils, j'en ai cité 2, on les a déjà vus. Alors comment tester un chargement de page? Ça, petite technique, vous avez Google qu'on appelle PageSpeed. Alors Insight, c'est un terme un peu technique, mais si vous mettez PageSpeed, il va sortir en premier. Alors à quoi sert ce petit outil? Tout simplement à tester une page. On va tester celle de Google pour voir s'ils sont vraiment si forts qu'on le dit.
Hop. Allez, on va tester la .fr. Donc là, j'analyse la page d'accueil de Google. Alors déjà, 2 onglets pour le mobile, pour les ordinateurs, avec le mobile en premier, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ils vont tester la vitesse. Alors sur 100 critères, il a 99, ce qui est quand même une belle perf. Mais il pourrait faire mieux. Et puis, il nous indique ce qui pourrait être amélioré. Donc ça, bien sûr, pour le mobile. Et puis, ensuite, ils analysent ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Et là, ils analysent des problèmes d'ergonomie qu'il pourrait y avoir pour la navigation mobile, hein, ici. Et il y a la partie ordinateur, donc là, on a 97% de rapidité. Donc là, en gros, pour Google, aucun problème pour ce site-là. Alors, il y a un autre outil que j'utilise aussi souvent, c'est GTmetrix. Alors lui, il est un peu plus complet, mais du coup, on peut s'y perdre aussi dans l'analyse. Alors, je vais faire exactement la même chose. Donc, on va analyser les performances. Lui, ce qu'il va nous donner en plus, c'est les vitesses de chargement. Il va nous donner aussi ce qu'on appelle, dans notre jargon, le waterfall. C'est un petit peu comment la page est chargée. Alors là, bon, il réfléchit un peu. Voilà, puis il va nous donner le résultat. Alors bon, on voit que c'est quand même très bon, hein, 98, 98, AA. Donc il y a plusieurs, c'est de A à F, je crois. Donc là, on est très très bon. Et puis il nous donne un certain nombre de recommandations aussi, en sachant que bon, là, c'est ultra optimisé. Et il y a plusieurs types de recommandations, parce qu'en fait, c'est 2 outils qui sont testés en parallèle, YSlow et PageSpeedGrade. PageSpeedGrade étant tiré du premier outil qu'on vient de tester, Google PageSpeed, et YSlow, c'est Yahoo. Hein, donc en fait, ils testent les 2 outils. Et bon, en gros, on a à peu près les mêmes recommandations, à peu de choses près. Puis on a une timeline qui nous permet de savoir comment la page est chargée et en gros à quelle vitesse, en sachant qu'elle s'est chargée en 1 seconde 8 pour un poids de 340 kg. Voilà. Kilobytes, c'est pas en octets. Voilà, donc là, ça peut être intéressant de tester votre page. Si votre site a du mal à décoller, bah, testez déjà si vous avez quelque chose d'adéquat. Alors, bon, ça ne veut pas dire non plus que si la note n'est pas terrible, c'est ça qui bloque. Hein. Ça peut être la pertinence des mots-clés. Mais en tout cas, dans l'ensemble des batteries de tests à faire, il y a celle-là pour essayer d'expliquer pourquoi notre site ne sort pas. Et pas suffisamment visible. Alors ça, c'est pour le test de chargement de page. Puis vous avez un test pour vérifier si vous vous tirez la bourre un peu avec un concurrent sur une page. Ce qui peut être intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui pêche sur votre site. Alors, et déjà, si ça pêche vraiment. Vous avez la possibilité d'analyser 2 sites les uns contre les autres. Donc là, par exemple, je vais mettre Google face à Yahoo pour voir, enfin face à Bing plutôt. Bing.fr, tiens. Allons-y. Et on clique sur combat. Est-ce que j'ai bien cliqué? Voilà. Et là, le système va analyser les 2 pages et puis il va nous donner un résultat. Et puis on va voir qui ressort vainqueur. Bon, ben, Google a mis une grosse baffe à Bing. Voilà. Et donc il l'a mis KO. Et puis après, on a une petite analyse rapide. Donc il nous dit bien sûr que c'est Google le winner. Je lui fais une tête. Et alors pourquoi? Classement 2 par rapport à 282 000 et quelques. Le poids, la visibilité SEO, le nombre de mots SEO, la visibilité SEM, etc. etc. Donc ça, ce sont des analyses qui ressortent. Alors, vous ne pourrez peut-être pas forcément l'analyser
précisément, mais en tout cas, entre deux pages, enfin, si vous voulez savoir si votre page est meilleure que celle d'un concurrent, bah, essayez de voir sous quel ratio, parce que là, c'est quand même énorme. Mais est-ce que vous tirez la bourre ou est-ce que c'est kiff-kiff ou est-ce que vraiment il y a un gros écart qui pose problème? Voilà, donc ça c'est un petit outil sympa, mais bon après il faut payer pour aller avoir des analyses beaucoup plus fines. Alors il y en a un autre qui existe qui s'appelle OpenSite Explorer, mais je vous le montre simplement comme ça. C'est pas forcément OpenSite Explorer. Voilà, vous pouvez mettre toujours pareil l'adresse de votre site. Voilà. Vous pouvez mettre l'adresse là, hop, google.fr. Donc ça, il vous fait déjà une première analyse. Et puis après, vous avez la possibilité... bah tiens, ils ont changé l'outil. Où est-ce que c'est? Normalement, on a la possibilité de faire un comparatif avec des concurrents. C'est pas ça. FreshRank. Où est-ce que c'est? Bon, bah, apparemment, c'est plus d'actualité. Alors. Bon, a priori, ils ne le permettent plus depuis quelque temps. Parce qu'on pouvait comparer plusieurs adresses. En gros, non, bah apparemment, il ne le permet plus. Ouais, depuis le 27, il y a une mise à jour le 27 janvier 2015. Bon, donc c'est peut-être dans la version payante, parce qu'il y a une version payante de cet outil-là qui permet de comparer plusieurs pages les unes par rapport aux autres. Et de voir du coup là où elles pêchent sur un certain nombre de critères. Alors ça ne veut pas forcément analyser critère par critère, ce n'est pas forcément intéressant, mais en tout cas pouvoir se dire, bah, tiens, sur tel point, il y a vraiment un gros écart entre nous, donc il faut peut-être creuser à ce niveau-là. Donc voilà, pour ça, c'est quelques petits outils d'analyse, en sachant aussi, bien entendu, que si vous voulez avoir une analyse vraiment fine de la différence entre votre positionnement par rapport à celle d'un de vos concurrents, c'est plutôt intéressant de faire appel aussi à un prestataire. Parce que ça vaut le coup de faire une petite réunion d'1 heure, de voir un petit peu ce qui se passe, plutôt que se creuser la tête et puis se noyer un petit peu dans tous ces outils. Alors pour continuer sur le référencement naturel, parce qu'il faut que j'avance un petit peu, il faut éviter maintenant systématiquement les sites 100% flash. Hein, ça c'est terminé, le flash est mort, donc n'en parlons plus. Le cloaking, alors le cloaking, qu'est-ce que c'est? C'est une technique qui vise à repérer si c'est un visiteur lambda ou si c'est un moteur de recherche qui vient sur notre site, et de proposer un certain contenu suroptimisé pour les moteurs de recherche, puis un autre contenu pour nos visiteurs. C'est ce qu'on appelle le cloaking. Alors cette technique-là, si elle est repérée, elle est rédhibitoire, c'est le bac à sable. C'est-à-dire que la page ne sera pas du tout référencée. Donc ça, c'est important. Autre élément d'importance, tout ce qui est contenu dupliqué. Alors, plusieurs cas de contenu dupliqué. Cas numéro 1, contenu dupliqué depuis des sites partenaires. Vous avez voulu aller un petit peu vite, vous avez fait une page qui ressemble un petit peu à celle d'un partenaire ou par exemple d'un fournisseur. Vous copiez-collez sa page, puis vous la mettez sur la page de présentation de votre fournisseur. Contenu dupliqué, page poubelle. Cas numéro 2, le contenu dupliqué sur des sites pirates. Il y a un site pirate qui récupère votre contenu, qui le diffuse, contenu dupliqué, poubelle. Des contenus accessibles via des URL différentes. Par exemple, vous avez 2 pages, vous créez 2 pages sur votre site, donc qui auront 2 URL différentes, et en fait vous mettez exactement le même contenu. Et bien là, pareil, poubelle. Et puis des contenus trop proches sur un même site. Je fais une fois une page installateur alarme maison Chalon-sur-Saône, je fais une autre page installateur alarme Saint-Marcel,
je fais une troisième page installateur alarme Sense-Legrand avec des contenus sensiblement identiques. Là, c'est pareil. Sur les trois, il y en a forcément deux qui vont gicler. Alors attention là-dessus, quand on parle de contenu, on parle bien sûr de balise titre, le titre de page qui est dans le haut du navigateur. On parle d'URL. Et puis, alors, si deux URL sont identiques, c'est un problème. Si elles sont trop proches, c'est un problème aussi. Enfin, si elles sont identiques, déjà, elles ne peuvent pas, mais si elles sont trop proches, c'est un problème aussi. Et puis, bien sûr, le contenu à l'intérieur de la page. Donc, attention à ça. Pourquoi? Parce que, pour vous donner un exemple qui nous est arrivé, que j'ai découvert il y a très peu de temps, on a un client qui n'était pas content par son positionnement. Parce qu'effectivement, normalement, la plupart du temps, quand on refait un site, chez nous, on gagne plutôt en référencement. C'est une activité sur laquelle on est plutôt très fort. Et là, il dégringole dans les résultats. Il appelle, pas content, on fait une réunion, on refait son contenu, on se creuse un peu la tête, on change les mots-clés, on essaye de faire ce qu'il faut. On attend quelques semaines pour voir un peu ce que ça donne. Toujours pas de meilleurs résultats. Donc il appelle de nouveau pas content, on refait une réunion en sachant pas trop d'où venait le problème, parce que d'habitude ça fonctionnait plutôt bien. Alors il y a un peu de concurrence, mais on se sentait quand même à l'aise pour répondre à ça. Et puis en lisant un article sur Internet, je tombe sur un article sur ce qu'on appelle le négatif SEO. Donc je lis un petit peu cet article-là, et puis du coup j'ai une idée, et je prends la première page du site, je prends le contenu, et je copie intégralement le texte dans Google. Bingo, il y avait un site qui est un espèce d'annuaire à la con, qui reprenait exactement le même contenu. Et en remontant un petit peu le fil du truc, j'ai réussi à retrouver la page qui avait repris ce contenu-là. J'ai récupéré la date, j'ai pu fouiller pour récupérer la date à laquelle ça avait été créé. Et bizarrement, ça a été créé quelques jours après la mise en ligne du site, mais pas par nous. Et puis, de fil en aiguille, donc j'ai appelé mon client, je lui ai dit, écoutez, il y a un problème, c'est que on se retrouve avec quelques pages de votre site qui sont dupliquées sur plein d'autres sites. Et il me dit, ah mais je sais ce que c'est qu'en fait, quand on a signé avec vous, on était chez un concurrent qui l'a très mal pris. Et oui, à l'époque, il l'avait très mal pris, il voulait venir nous casser les genoux à coups de batte de baseball. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est pas nous qui avons été débaucher le client, c'est le client qui est venu chez nous, qui n'était pas content de ce prestataire-là d'ailleurs, mais bon, il y avait une relation d'amitié. Et en fait, l'autre, il a dupliqué le contenu qu'on lui avait fait sur plein de sites pourris, des annuaires, etc. Et ce qui a fait que ça a fait dégringoler le référencement. Donc, si vous avez des problèmes de référencement, première chose à faire sur une page quelconque, c'est vérifier qu'il n'y en ait pas un qui vous ait fait une crasse. Parce que maintenant, la technique, c'est plutôt de dépenser de l'argent à essayer de positionner son site face à des concurrents, eh bien, on va plutôt essayer de descendre le référencement des concurrents pour monter naturellement. Tout simplement. Donc, c'est ce qu'on appelle le négatif SEO. Et ça, c'est des techniques qui n'étaient pas très utilisées et qui le sont de plus en plus, compte tenu des enjeux que ça peut avoir. Donc, attention à ça. Faites bien attention à ne pas avoir été négativé. Alors, le référencement naturel, bien sûr, avantage, génération de trafic potentiellement important si c'est ciblé. Le retour sur investissement, aussi potentiellement très intéressant si on est en première position sur notre zone de chalandise et sur notre activité. Résultats qui sont plutôt durables dans le temps, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans les premières positions, c'est un petit peu difficile de nous déloger. Alors, bien sûr, pour y arriver, il y a toujours un petit temps de latence, mais ensuite, une fois qu'on y est, dégringoler complètement, c'est assez rare. Et puis, bien sûr, ça donne une bonne image à la société, une bonne image de notoriété. C'est-à-dire, si on est dans les premières positions, ça veut dire qu'on a les moyens d'y être, donc ça donne un vrai avantage.
Les inconvénients, c'est que la mise en pratique, on l'a vu, c'est très technique. Ça nécessite souvent des expertises et des compétences informatiques approfondies. Donc c'est potentiellement coûteux et inefficace si la structure du site est problématique ou la concurrence trop importante. Et attention, les résultats sont toujours incertains. Seul Google décide. Ce n'est pas nous qui disons celui-là, il sera en première position. Donc on peut faire en sorte d'améliorer ça, mais on n'est jamais sûr du résultat. Et d'ailleurs, si un prestataire vous garantit des premières positions dans Google, c'est forcément une arnaque. Parce que c'est soit parce qu'il utilise des AdWords, hein, donc on verra après ce que c'est, soit alors qu'il utilise des techniques qu'on appelle de chapeau noir, de black hat, c'est-à-dire des techniques de roublard. Donc forcément, à un moment donné, vous le paierez. Donc si on vous garantit la première position sur Google, ce n'est pas possible. Moi, ça fait 11 ans que je fais ça. J'ai jamais de la vie garanti une première position sur Google. On y est arrivé, mais ça a toujours été ça n'a jamais été une garantie voilà, contractuelle. Alors, les échanges de liens, on a vu rapidement ce que c'était. Donc, l'action de mettre en place une stratégie de lien externe ou interne pointant vers son site. Alors, mon site, il est là. On a plusieurs pages. Alors, c'est tout en anglais, je suis désolé. Mais voilà, on a exemple.com. Ici, il y a beaucoup de contenu unique et intéressant. On a un site qui s'appelle exemple.net qui dit aujourd'hui, j'ai vu d'excellents designs sur exemple.com. Je fais un lien sur exemple.com qui pointe vers le site. Ça, c'est un lien de bonne qualité. D'accord? On fait l'encre du lien sur le nom du site. Pas de problème. Et en plus, il va analyser les mots-clés qui sont autour. Deuxième exemple, donc exemple.com, showcase, great designs. Donc, vous avez l'encre sur Great Designs qui va sur exemple.com. Exemple de bonne qualité. Lien de bonne qualité. Par contre, ici, go visit exemple.com now. Ça, c'est considéré comme un lien de mauvaise qualité. Ça, c'est une source Google, entre autres. Donc, ce qui veut dire que quand vous faites des liens, il y a aussi une manière de le faire. La manière de le faire, c'est une manière plutôt descriptive et relativement neutre, hein, plutôt que de vouloir dire allez-y avec des gros warnings, des trucs qui clignotent dans tous les sens. Ça, obligatoirement, c'est un lien de mauvaise qualité. Voilà pour la politique de lien. Alors, quels avantages il y a à faire des liens? Augmentation de la notoriété du site, le fameux PageRank. Augmentation potentielle de sa fréquentation grâce à l'effet entonnoir, hein, le fameux effet où plus il y a de gens qui parlent de ma page et puis obligatoirement je vais récupérer un tout petit peu des visites de chacun des sites qui parlent de ma page, donc finalement je vais générer du trafic. Et puis on a la possibilité de mesurer des liens entrants. Voilà, mesurabilité des liens entrants. Votre outil d'analyse va vous permettre de savoir d'où viennent vos visiteurs. Il y a souvent trois sources de visites. Vous avez ce qu'on appelle les entrées directes. Je tape mon site internet.com. Vous avez bien sûr ce qu'on appelle la recherche organique. Donc c'est la recherche par moteur de recherche. Et puis vous avez tout ce qui est donc les visites par lien. C'est d'autres sites qui vont faire des liens vers le vôtre. Et dedans, on peut, alors dans cette troisième catégorie, on peut décomposer encore les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, finalement, ce sont des sites qui parlent du vôtre, qui vont faire des liens vers le vôtre. Hein, donc ça fait partie aussi de ces liens entrants. Donc ces trois axes, ces trois canaux de visite sont importants. Le premier, c'est de la notoriété pure, fnac.com, ebay.fr, etc. Le deuxième, c'est du positionnement correct dans les moteurs de recherche ou de la campagne AdWords. Et puis le troisième, c'est de la politique soit de
de netlinking comme ça avec des partenaires, soit alors de réseaux sociaux. L'inconvénient, c'est potentiellement peu rentable. Les retombées peuvent être aléatoires par rapport aussi à la qualité des liens. Et surtout, c'est gourmand en ressources parce que vous appelez un tel. Est-ce que vous pourriez me faire un lien sur votre site, s'il vous plaît? Il faudrait me faire un lien comme ça, avec tel texte. Il ne faut pas que les textes se ressemblent, sinon dupliquer de content, etc. etc. Donc, c'est potentiellement très gourmand en ressources. Ce qui veut dire que généralement, l'échange de liens, plutôt le fait d'avoir des liens hors réseaux sociaux, hein, je ne parle pas des réseaux sociaux, mais hors réseaux sociaux, c'est très long et c'est totalement aléatoire. Donc il faut essayer d'avoir un contenu maximum de qualité pour que les gens se disent, bah, tiens, ce serait important de faire un lien vers tel site, tel site, tel site. Mais c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Hein, ça, c'est vraiment l'activité la plus dure. Alors après, vous avez autre possibilité, ce qu'on appelle les liens sponsorisés ou les liens commerciaux, les AdWords. Alors, est-ce que vous connaissez le principe des AdWords? Alors, les liens sponsorisés ou aussi appelés liens commerciaux, liens promotionnels, c'est une forme de publicité en ligne. Présent sur tous les grands moteurs de recherche comme Google, Bing, etc., conçus sous forme de texte, quelquefois d'images ou de vidéos, ces annonces publicitaires s'affichent lorsque l'internaute fait une recherche à partir d'un mot-clé ciblé par l'annonce. C'est ce qu'on a ici. Alors ça, c'est une ancienne interface. Maintenant, vous ne les avez plus forcément en rose comme ça. Vous avez un petit truc ici jaune, annonce. Donc c'est tout ce qu'on a là. Alors pourquoi c'est ce qu'on a là? Tout simplement parce que visuellement, quand on découvre une page, notre œil est obligatoirement attiré comme ça vers les premiers résultats et en diagonale. C'est pour ça qu'il positionne ces annonces comme ça. Donc ça, ce sont des liens sponsorisés, donc les gens payent pour être ici. Donc je vais vous expliquer après le concept de facturation. Mais il faut savoir aussi que ces annonces-là, elles peuvent être diffusées sur d'autres sites Internet. C'est ce qu'on appelle le réseau display. C'est-à-dire que Google finance et paye des sites de contenu qui vont afficher des annonces sur leur site. Vous les voyez souvent. Donc sur les côtés, vous avez marqué annonce Google. Eh bien, ces gens-là, ils font partie de ce qu'on appelle le réseau display. Donc deux canaux principaux de diffusion de ces annonces, les réseaux de recherche, donc c'est Google principalement, et le réseau display, c'est tous les partenaires Google, tous les gens qui font ce qu'on appelle de l'AdSense, AdWords pour les annonces, AdSense pour la diffusion des annonces, et qui sont rémunérés au nombre de clics. C'est-à-dire que si moi je fais un site de contenu général, par exemple, vous avez des sites de presse qui aujourd'hui ont des campagnes AdWords, à chaque fois que quelqu'un clique sur une annonce qui a été diffusée sur mon site, eh bien, je suis rémunéré. Et vous avez des sites, en fonction de la fréquentation, vous avez des sites qui gagnent très bien leur vie. Mon collègue Franck avait, à ses débuts, il y a très longtemps, créé un site qui était un espèce d'annuaire local qui diffusait des AdSense. Il arrivait à faire un chiffre d'affaires entre 300 et 500 euros par mois sur son site. Alors, on ne vit pas avec, mais c'est un complément de revenu pour les gens qui se débrouillent un peu, qui peut être très intéressant. Certains très gros sites font des très gros chiffres d'affaires grâce à ça. Donc, l'intérêt d'être sur des réseaux display, c'est que souvent, ce sont des sites de contenu généraux, mais qui sont, pour la qualité de leur chiffre d'affaires, intéressés à diffuser plutôt des annonces dans un secteur d'activité. Donc, par exemple, si j'ai un site, un espèce de blog, sur le modélisme ferroviaire, on a un client qui est dans ce secteur-là, eh bien, si je fais un blog sur le modélisme ferroviaire et que je diffuse des annonces AdWords, je vais plutôt chercher à diffuser des annonces qui sont en rapport avec mon blog. Donc, je vais associer à mon compte AdSense les thèmes que j'aborde sur mon blog.
Et donc vont se diffuser sur mon blog plutôt des annonces liées à un secteur d'activité. Et quand vous faites, vous, à l'autre bout de la chaîne, des annonces AdWords, si vous avez un site qui fait du modélisme, vous allez dire « je veux être présent sur le réseau display, mais lié à mon activité ». Et donc du coup, ça augmente les performances de vos annonces. Voilà, alors ça c'est le principe. Comment ça marche? C'est tout bête. Mots-clés, requête, ici. Moi, annonceur, je crée une campagne. Je vais dire que je vais créer une campagne sur voilà, faire des devis de travaux. Tiens. Dans cette campagne, je vais créer un certain nombre d'annonces. Alors les annonces, c'est ce qu'on a là, où vous avez à chaque fois le titre de page, l'URL, et puis 2 lignes de contenu. Donc je vais créer plusieurs petites annonces comme ça. Je peux en créer 5, 6, 10, en changeant légèrement un petit peu la composition de mon annonce. Une fois que j'ai fait ça, je vais, ce qu'on appelle faire une sélection de mots-clés. Donc je vais mettre dans ma sélection de mots-clés devis travaux maison, faire un devis pour maison, etc., etc. Donc je vais mettre tout un tas de requêtes. Et puis je vais dire que je veux, à chaque fois que quelqu'un tape devis travaux et qu'il clique sur mon annonce, je veux payer 30 centimes d'euros. Voilà, donc 30 centimes au clic. Eh bien, Google, en fonction des autres annonceurs, il va faire un espèce de loto. Les plus hauts ici seront ceux qui auront mis l'enchère la plus haute pour ce mot-clé-là. D'accord? Mais j'associe aussi un budget quotidien, c'est-à-dire que je ne veux pas dépenser plus de 1 euro par jour. Si je mets 20 centimes d'euros à chaque clic, ça veut dire qu'au bout de 5 clics, mes annonces disparaissent. Et puis le lendemain, mon annonce réapparaît jusqu'à avoir atteint son budget, et ainsi de suite. Mais les autres annonceurs, c'est pareil. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, je peux me retrouver ici en 4e position, parce qu'il y a des annonceurs qui ont été plus généreux, et puis eux, ils vont manger leur budget tout de suite. Donc moi, à un moment donné, je vais me retrouver là, peut-être en milieu de journée ou en fin de journée. Et du coup, je peux arriver avec un budget relativement restreint à me positionner correctement à certains moments de la journée sur le moteur de recherche, donc à générer de la visite. Donc c'est ça le principe, vous achetez aux enchères les mots-clés sur lesquels vous souhaitez que votre site soit positionné. Le positionnement de votre site par rapport à ceux de vos concurrents dépend du montant de l'enchère. Celui qui paye le plus cher gagne la meilleure place, c'est-à-dire la plus haute. Voilà à quoi ressemble une interface de campagne AdWords. Là, c'est sur un gîte. Donc, vous avez un exemple d'annonce ici. Je peux en avoir plusieurs qui tournent de manière aléatoire, ce qui fait qu'en plus, je peux générer plusieurs compositions différentes et voir laquelle est la plus performante. J'ai une liste de mots-clés qui est ici. Bon, la campagne est mise en veille. Là, vous avez les coûts au clic. Donc, pour gîte, vous avez 0,25 €. Pour gîte, mais avec un accent circonflexe, vous avez 0,46. Pour gîte avec piscine, vous avez 0,30, etc., etc. Puis là, vous voyez le nombre de clics, le nombre d'impressions, c'est-à-dire que vous ne payez pas à chaque impression sur un écran, mais vous payez au clic. Ce qui fait qu'après, on a ce qu'on appelle un taux de transformation. C'est le nombre de clics divisé par le nombre d'impressions, et ça vous donne la performance du mot-clé. Donc là, le mot-clé gîte ou gîte ici sont un peu moins performants que gîte avec piscine. Location de gîte est un petit peu plus performant que location maison vacances, etc., etc. Puis après, vous voyez le coût qui a été dépensé pour chacun des mots-clés. Et puis la position moyenne. Et puis ensuite, on peut aussi paramétrer des conversions, c'est-à-dire que si vous avez un site de vente en ligne ou si vous avez un site avec un formulaire de contact pour réserver, eh bien vous pouvez paramétrer le site pour qu'à chaque fois que quelqu'un vient depuis les AdWords, eh bien s'il remplit un formulaire ou s'il fait un acte d'achat, vous y ayez ce qu'on appelle une conversion. Et cette conversion-là, vous pouvez lui associer un chiffre d'affaires, donc soit le montant de la commande quand c'est un site de e-commerce,
Soit alors, si c'est un contact, bah, vous pouvez vous dire, bah, tiens, un contact, si je fais 10 contacts par mois et que ça me fait 3 000 € de chiffre, ça veut dire que chaque contact me rapporte en gros 300 €. Donc vous dites à chaque fois qu'il y a un contact, bah, ça me rapporte 300 €. Donc vous pouvez à chaque fois calculer ce que vous rapporte un mot-clé en conversion par rapport à d'autres. D'accord? Donc ça c'est très intéressant parce que, alors bien sûr ça a un coût, mais vous êtes sûr de faire de la visite. Là on voit la fréquentation du site. Alors c'est en fonction d'activation, c'est en fonction du budget qu'on a mis à un moment donné. Mais vous avez ici les 250 clics. Voilà, vous avez certains jours, vous avez 500 personnes qui viennent sur votre site. Alors d'autres zéro, bien sûr, mais bon, en moyenne, je ne sais pas combien, la moyenne, elle est à peu près, si on fait sur cette période-là, elle est à peu près à 200 visites jour. C'est intéressant. Par contre, c'est un vrai coût. Comme je vous disais tout à l'heure, notre client qui fait du conseil thermique, lui, ne fonctionne qu'avec ça. Il dépense à peu près 500 € par mois pour les AdWords, mais derrière, ça lui génère ses 3, 4, 5 000 € mensuels nécessaires pour vivre. Alors bien sûr, toute la technique ici, ça c'est des choses qu'on fait par exemple, c'est de pouvoir affiner la sélection des mots-clés. Parce que vous avez des mots-clés qui vont forcément être beaucoup moins performants que d'autres. Des annonces qui vont être aussi beaucoup moins performantes. Donc le but, c'est d'arriver à ajuster la performance et le budget pour du coup générer le maximum de chiffre d'affaires avec le minimum de dépenses. Mais ça, c'est des techniques qui en plus peuvent être couplées à Google Analytics. Et donc, on peut avoir vraiment toute la chaîne entre la génération du trafic jusqu'à l'analyse sur le site. Alors les avantages, ça améliore votre visibilité, ça accroît le trafic sur votre site très rapidement, c'est-à-dire contrairement au référencement naturel, là c'est immédiat, vous le faites le jour J, vous pouvez avoir déjà 30 visites, si vous le faites le matin à 9 h, vous pouvez avoir 30 visites le soir. On ne paye que si le visiteur vient sur le site. C'est un palliatif à un mauvais référencement naturel, mais c'est bien un palliatif, hein, on ne parle pas de... Ça ne substitue pas un bon référencement naturel. Le budget est maîtrisé, c'est-à-dire qu'on sait combien on va dépenser par jour et on ne dépense pas plus, mais les retours ne sont pas forcément maîtrisés, c'est-à-dire qu'en fonction de la qualité du site, ça peut aussi être moins bon. Dans le cas du client en conseil thermique, c'est quelqu'un qui, donc c'est lui qui avait fait son site de son côté. Lui, il nous a confié la gestion de ses AdWords. Et il s'avère qu'on s'est aperçu à l'analyse que quand les gens arrivaient sur la page où il présentait ses tarifs, les gens, il y avait beaucoup de taux de rebond. Et que son site déjà fonctionnait bien, mais qu'il fallait améliorer cette page-là. Et on a amélioré cette page-là. Et du coup, les résultats sont beaucoup meilleurs suite à la modification de la page. Donc le ciblage sur les réseaux de sites de contenu aux thèmes similaires aux vôtres est possible. Donc on peut mesurer la performance de manière très fine en associant Google Analytics et Google AdWords. Et puis vous avez une facilité de mise en place. Mine de rien, en l'espace de 2 heures, on peut mettre en place une campagne très facilement.